Mesdames, Messieurs, chers amis, au risque de ne pas être très original, je voudrais remercier et faire un gros bravo à toute l'équipe de Chartres, remercier Grégoire pour ce que tu es et pour, entre autres, être le père géniteur de ce projet qui nous réunit aujourd'hui. Alors, je voudrais m'excuser pour cet exercice d'imposture parce que je ne fais que mettre en image votre travail, puisque ce rapport d'activité, vous l'avez en ligne disponible, Grégoire l'a déjà dit. Donc, vous voyez que les centres qui participent à France PCI, aujourd'hui 47, la diapo date de fin 2021, au début épousaient la forme d'une écharpe. C'était le centre Val-de-Loire, l'Auvergne-Rhône-Alpes, la Normandie. Et là, on voit maintenant qu'on a quelques centres extérieurs qui viennent nous rejoindre. Et on espère être à plus de 70 en 2023. Rappeler, ça a déjà été fait, mais je me sentais obligé de le rappeler, l'énorme travail réalisé par nos ARC et nos TEC, que ce registre n'est possible que grâce à des financements DGOS, ARS aujourd'hui, pas de partenariat industriel, à l'adhésion et à la participation de 43 centres. Énormément de data sont colligées par procédure, 150 variables, avec un nombre d'inclusions qui est exponentiel, on va le voir illustré. Et donc, c'est ce qui fait tout l'intérêt de ces rapports d'activité, c'est leur réactivité dans les 6 mois. Vous voyez 68 pages disponibles en ligne et les images que je vais vous présenter sont toutes accessibles sur ces rapports. L'intérêt, c'est d'évaluer l'évolution des tendances qui reposent parfois sur des modifications de pratiques, mais aussi l'inclusion de nouveaux centres qui peuvent induire des biais et la comparaison des centres avec toujours ce souci de tendre vers la transparence sans stigmatiser et de comprendre et pourquoi pas corriger les atypies. Alors j'insiste sur les clés d'interprétation d'un rapport d'activité puisqu'ils sont disponibles en ligne et donc on se doit aussi de les fournir aux organismes payeurs, mais il faut donner à des non-professionnels de la cardiologie interventionnelle des clés d'interprétation puisqu'il y a différents contextes dans lesquels nous pratiquons, le privé, le public, les hôpitaux chargés d'assurer une formation des plus jeunes, des hôpitaux généraux, universitaires, des hôpitaux qui ont des lourdes structures avec chirurgie et réanimation polyvalente. Et tout ceci va induire indiscutablement un biais lorsqu'on regarde de manière un peu brutale les images, comme celle-ci. Vous voyez quelqu'un qui roule à gauche. Tout de suite, ça vous effraie. En fait, vous vous rendez compte qu'il exerce dans un pays où il est de règle de rouler à gauche. Et donc, c'est beaucoup moins inquiétant dès lors que l'on contextualise ces chiffres. L'activité, elle est importante. Plus de 250 000 procédures, ça fait 3 stades de France, la sécurité en plus. 120 000 angioplasties et déjà 62 000 infarctus fin 2021 sont colligés. Cette diapo, Hakim nous l'a montré pour faire prendre conscience de l'intérêt, de la réactivité de ces bilans. On a pu observer durant le Covid une baisse de l'activité programmée, mais également une baisse de l'activité urgente de 25%, ce qui est extrêmement conséquent. On l'a payé d'un effet rebond, et certainement que la rectification du tir a permis d'amortir cette chute lors du deuxième confinement. Et France PCI a été l'un des premiers registres au monde à déclencher cette alerte. Vous faire toucher du doigt l'augmentation exponentielle grâce à l'ouverture de nouveaux centres de cette activité. Les chiffres, je vous les ai donnés. Hier, j'ai fait un double clic sur le registre pour me rendre compte qu'on est passé en 8 mois. Donc vous voyez, mon topo, c'est le rapport d'activité 2021. Mais hier, au 7 septembre 2022, on a fait en 8 mois la moitié de l'ensemble de l'activité de France PCI. Donc le terme exponentiel est loin d'être galvaudé. 35 000 nouvelles infarctus ces 8 derniers mois. Donc ça donne beaucoup d'espoir pour nos jeunes futurs thésards. Une base de données qui n'est pas prête de s'épuiser. Autre façon d'illustrer l'augmentation d'activité, Christophe vient de nous parler de registre SCAR, 25 000 angioplasties dans le modèle mondial. Eh bien, en fin d'année, on sera au double, 50 000 angioplasties annuelles. Et il faut rendre hommage au centre pionnier que vous voyez en bleu ciel dans mon camembert, le CRAC. Eh bien, l'ensemble des autres centres a permis de gommer très rapidement et de faire l'équivalent de tout ce que nos amis du CRAC avaient accumulé depuis 2014. Et grâce à cette amitié, on a pu étendre à beaucoup de centres qui font qu'aujourd'hui, ils sont très heureux de partager l'ensemble du volume d'activité, donc une vraie dynamique.
Je vais essayer, sans être exhaustif, de rubriquer un petit peu ce rapport d'activité en vous parlant des angioplasties. Les facteurs de risque, alors bien évidemment, dans les rapports, on a un comparatif à très court terme, très difficile de voir des tendances en un an. L'intérêt de ces datas montre quand même la stabilité du recueil des données. On voit que sur un plan épidémiologique, nos populations sont relativement stables. Il serait intéressant de voir sur des périodes beaucoup plus longues, sur 10 ans, si l'impact du tabagisme, de l'hypercholestérolémie évolue dans nos pratiques. Là, vous voyez une certaine stabilité sur les différents indicateurs. Le sexe ratio dans l'angioplastie, 3 hommes pour une femme. Et vous voyez que ce sexe ratio diminue avec l'âge et on obtient quasiment la parité au-delà de 90 ans. Donc ça, ce sont des indicateurs démographiques qui parlent aussi quand on se prépare à un tsunami avec des octos et nonagénaires qui vont exploser. L'âge moyen des patients dilaté est de 69 ans. Et vous voyez que plus de 3/4 de nos patients ont plus de 60 ans. Ce sont des chiffres que l'on peut suivre sur le long terme et évaluer éventuellement des disparités locales. On s'aperçoit qu'il y a une grande variabilité dans l'âge des patients qui sont pris en charge selon les centres. Et on peut s'interroger, ce sont des travaux de recherche que l'on pourra mener à l'avenir, sur l'impact par exemple du TAVI ou des disparités de pratiques locales qui font que ce taux d'octogénaire passe de 9 à 25% dans les angioplasties au niveau des 43 centres qui participent. Autre indicateur intéressant, c'est l'évolution des indications, sous réserve qu'en 8 ans, on n'ait pas changé notre façon de coter, mais là, nos ARC et nos TEC y veillent. On s'aperçoit d'une évolution des pratiques avec une augmentation du syndrome coronarien chronique, angor stable et ischémie silencieuse, avec une stabilité du NSTEMI, mais une petite tendance à la diminution des STEMI. Alors ces graphiques très très colorés sont parfois difficiles à comprendre. Les tests avant la coronarographie dans le syndrome coronarien chronique, qui pourrait être un marqueur de bonne pratique, on s'aperçoit que 29% des coronarographies diagnostiques sont réalisées sans aucun test fonctionnel préalable ou morphologique. On peut identifier la part de la scintigraphie, de l'échocardiographie de stress et celle du coroscanner, par exemple, qui augmente, et des disparités loco-régionales qui méritent, encore une fois, interrogation et interprétation. Quant aux résultats angiographiques de l'ensemble du registre, un peu plus d'un tiers des patients n'ont pas de lésions significatives ou ont des coronaires normales, et un autre gros tiers ont des lésions tritronculaires, et 7% des patients ont des sténoses de tronc commun. Vous voyez, encore une fois, sans stigmatiser, on voit très rapidement sur le rapport des 43 centres qu'il y a 3 ou 4 centres qui ont des coraux normales et des lésions à moins de 50% de façon un petit peu plus prégnante que sur l'immense majorité des autres centres. Là, encore une fois, ça mérite peut-être interrogation. Des données qui sont intéressantes pour montrer une certaine stabilité des pratiques et qui peuvent servir de gold standard pour stigmatiser quelques atypies, c'est le ratio des angioplasties par rapport au volume total de coronaire. On voit que ce chiffre, il est stable, il tutoie les 50% depuis 8 ans et il évolue relativement peu. Quelles sont les décisions thérapeutiques lorsqu'on est confronté à une sténose significative ? Eh bien, grosso modo, l'angioplastie est décidée dans 2 tiers des cas, le traitement médical dans 25%, et un patient sur 9 est orienté vers le pontage, avec là aussi des variations de pratique d'un centre à l'autre. Est-ce que la présence d'un centre chirurgical influe sur ce taux ? C'est quelque chose qui pourrait être intéressant de creuser et de mesurer également l'évolution dans le temps. Les diabétiques tritronculaires, c'est une thématique qui est chère à Grégoire. Quand on reprend les recommandations, les patients tritronculaires de moins de 70 ans, diabétiques, on s'aperçoit que 31% seulement des patients sont orientés vers la chirurgie, alors que 52% sont dilatés. Pour ce qui est de la sténose du tronc commun non protégé, là aussi, il y a une certaine parité entre l'angioplastie et la chirurgie, qui est relativement stable dans le temps, avec une grande variation des pratiques, qui est soit liée à la confiance et à l'expertise des opérateurs, la présence ou non d'un centre chirurgical, bref, des indicateurs extrêmement pointus qui méritent d'être fouillés.
La réalisation d'une angioplastie dans le même temps procédural, ça c'est un sujet qui intéresse les ARS. En moyenne, dans 68%, si l'on inclut les syndromes coronariens aigus, eh bien, l'angioplastie est réalisée dans la foulée du geste diagnostique. Si on exclut les syndromes coronariens aigus, eh bien, ce chiffre passe à 51%, avec une très très grande variation de pratique. On connaît l'argumentaire, la balance entre éviter aux patients une nouvelle procédure et une nouvelle hospitalisation, et l'autre attitude qui consiste à discuter, à réfléchir, à informer le patient, peut-être aussi réfléchir et fouiller l'impact de l'ambulatoire sur ces différentes stratégies. Bref, là on tient un véritable indicateur extrêmement précis et robuste qui est source de projets de recherche. Les indications d'angioplastie, on les a vues tout à l'heure au global, avec une progression du syndrome coronarien chronique. Rappelez que dans 46% des cas, l'angioplastie est réalisée dans un contexte de syndrome coronarien aigu, avec là aussi, en fonction du type de centre, public, privé, on peut avoir des grandes variations en termes d'indications. Si on pousse dans la granulométrie des informations, l'hérosténose intrastène, qui est un sujet qui nous préoccupe, on s'aperçoit que ça représente 8% de notre activité. Et là, la donnée est robuste parce qu'il y a une vraie stabilité de ce chiffre sur l'ensemble des 43 centres. Donc ça, c'est autant d'indices qui nous réconfortent sur la qualité des saisies. Et c'est quelque chose qui est extrêmement stable dans le temps. Les lésions dilatées, là aussi, il y a très très peu d'atypie de pratique. C'est l'IVA qui domine très très largement devant la coronaire droite, puis la circonflexe, avec 4% de procédures qui correspondent à des angioplasties du tronc commun. D'autres sujets potentiels de recherche sur l'évolution des diamètres et des longueurs de stent implantés, avec un suivi longitudinal et une variation des pratiques. Je sais que notre ami Christophe Pouillot à La Réunion nous explique que les Réunionnais sont diabétiques, ont des plus petites artères et méritent un traitement plus long, sans dévoiler l'anonymat de son centre. Eh c'est quelque chose qui est tout de suite observé sur le rapport d'activité. Donc on a des particularités locales, anatomiques et peut-être de pratique qui sont tout de suite identifiées dans ce registre avec la longueur moyenne de stent, le diamètre moyen, des données qui sont plus ou moins stables en fonction d'un centre. D'autres données qui peuvent intéresser à la fois la communauté médicale et l'industrie, le recours à la thérectomie rotationnelle. Vous voyez, malgré un niveau de preuve certain, une conviction des opérateurs, on s'aperçoit que malgré aussi le vieillissement de la population, ces données montrent un recours assez marginal à la thérectomie rotationnelle, seulement de 1,6%, avec encore une fois une grande disparité des pratiques. C'est-à-dire qu'il y a des centres qui n'en font absolument pas, et d'autres qui en font dans une procédure sur 20. Donc là aussi, s'interroger sur des variations de pratique. La CTO, il y a un sujet qui fait beaucoup parler dans les congrès, mais qui est relativement marginal. C'est seulement 4% de l'activité d'angioplastie, avec un volume d'activité qui est très variable d'un centre à l'autre, et un taux de succès qui tend vers une progression, mais qui est très inférieur à celui de l'angioplastie conventionnelle. Il y a des données particulièrement intéressantes qui nous sont fournies par France PCI dans le domaine de l'infarctus, avec une activité qui est très disparate sur l'ensemble du registre en fonction du centre. Ça va de 16 infarctus par an, donc on peut même s'interroger sur la pertinence d'une astreinte pour traiter un patient tous les mois, et d'autres centres qui ont un infarctus tous les jours. Donc vous voyez un gros volume d'activité est très variable d'un centre à l'autre. On retrouve le même sexe ratio que dans l'angioplastie, avec 3 hommes pour une femme. Ce qui est intéressant, c'est de voir que le taux d'infarctus chez la femme de 40 à 90 ans, il est complètement flat, c'est-à-dire qu'il y a le même taux d'infarctus par tranche d'âge chez la femme, alors qu'il y a une vraie courbe de Gauss chez l'homme, et un sexe ratio qui vient sécréter au-delà de 80 ans pour arriver à une dominance féminine au-delà de 90 ans. Très intéressant et qui intéresse de très près les ARS. Vous savez que la présence d'un hélicoptère est un marqueur de virilité de nos équipes SAMU. Grégoire vous dira ce qu'il en pense au travers d'une étude déjà publiée.
eh bien, on a 12 infarctus en transport terrestre pour un transport héliporté, avec là aussi des variations régionales qui sont certainement pertinentes. Encore faut-il travailler sur le bénéfice patient, et ça, c'est des pistes qui nous intéressent en termes d'économie de santé. Mode de revascularisation, Hakim en a parlé tout à l'heure, on a instantanément le taux de revascularisation, la technique privilégiée, bien évidemment, l'angioplastie primaire, ce qui fait à peu près consensus sur l'ensemble des régions françaises, d'autres pour lesquelles l'accessibilité est plus délicate, voit persister encore un petit peu de fibrinolyse. L'appel au 15, c'est un constat qui reste affligeant. Cet appel au 15 qui est pourtant relayé, défendu, eh bien, n'est observé que dans 2 tiers des cas. Donc il y a une perte de chance pour 1 tiers de nos patients, avec là aussi une variation qui peut intéresser les ARS d'un centre à l'autre. On arrive sur des aspects pharmacologiques qui font l'objet de publications en cours, particulièrement intéressants, puisque ce sont des marqueurs pronostiques majeurs dans la prise en charge d'infarctus. Benjamin Duban vous parlera de travaux publiés sur le sujet. On sait que c'est une perte de chance pour nos patients s'ils ne bénéficient pas d'une double antiagression optimale à la prise en charge de l'infarctus, et on s'aperçoit qu'il y a encore des petits bonnets d'âne à distribuer au sein du registre France PCI, donc vraiment des pistes d'amélioration. Le traitement anticoagulant, on l'évoquait tout à l'heure dans la réunion scientifique de France PCI, on s'aperçoit que la moitié des centres sont des pratiquants de l'héparine non fractionnée, l'autre moitié d'héparine bas poids moléculaire, donc il va être intéressant de comparer les résultats en termes de morbimortalité de ce choix thérapeutique qui est discuté. Donc il y a un véritable effet centre qui est caricatural sur cette thématique qui peut faire l'objet de travaux de recherche et impacter sur nos pratiques. Le choc cardiogénique, qui est un autre sujet majeur, marginal certes, 3% de nos infarctus, qui est plutôt en légère baisse. L'instabilité hémodynamique concerne toutefois 10% de nos patients si on garde l'équilibre 2 et 3. Et là, je l'évoquais en introduction, il y a une très grande disparité d'un centre. Bien évidemment, ces patients étant plutôt orientés vers des centres à haut volume, des gros centres avec assistance circulatoire et chirurgie. Donc c'est des éléments très importants à prendre en compte et qui vont venir gréver les résultats globaux en termes de mortalité dans la prise en charge de l'infarctus. Le recours à la thromboaspiration, Hakim l'évoquait tout à l'heure, sans France PCI, on n'a aucun moyen, si ce n'est des petits calculs d'apothicaire avec l'industrie, de savoir quelle est la place de la thromboaspiration, sans préjuger de son impact clinique. Ce n'est pas l'objet d'un registre, avec une grande disparité des pratiques. Certains les ont complètement abandonnés de leurs étagères et d'autres l'utilisent plus d'une fois sur 2. On peut faire la même remarque pour les anti-GP2B3A, dont l'utilisation a singulièrement diminué ces dernières années. La stratégie MIMI, qui n'est utilisée, une stratégie en 2 temps, qu'une fois sur 10, avec encore une fois des croyants et pratiquants et d'autres qui n'observent absolument pas cette stratégie. Enfin, l'autre intérêt de ce registre, c'est le suivi des patients. Je ne vais pas vous montrer l'ensemble des datas qui nous sont fournis, juste quelques pistes. Le traitement anti-agrégant après angor stable, avec des recommandations qui sont aujourd'hui parfaitement établies, une DAPT de 6 mois qui peut être écourtée à 3 mois en cas de risque hémorragique. Eh bien, on a tout de suite une photographie du traitement anti-agrégant plaquettaire avec le clopidogrel dans le syndrome coronarien chronique qui est utilisé dans 3/4 des cas, et encore une place pour le ticagrelor et le prasugrel qui pourrait être discuté avec une bonne utilisation en sortie d'hospitalisation sur quasi l'ensemble des centres. On peut faire la même observation sur le NSTEMI, je vais passer très très vite, ou sur l'infarctus, avec une interrogation sur le traitement certainement abusivement prolongé, mais Grégoire en parlera tout à l'heure ou cet après-midi. Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir mesurer les événements hospitaliers de manière globale sur l'ensemble de la population, et dans l'ensemble du registre, la mortalité post-angioplastie globale comprenant les chocs cardiogéniques, les STEMI, elle est de moins de 2%, avec un taux de thrombose hospitalier de 0,3% et des hémorragies graves à 0,7%.
Et ce qui est intéressant, c'est de suivre cette évolution dans le temps. Là, je vous montre une photographie sur 1 an dont on ne peut pas tirer grand-chose, mais on peut imaginer que sur 10 ans, on espère voir des tendances, notamment une diminution du risque hémorragique sans le payer d'un surcroît de thrombose. Bien évidemment, le taux d'événement est étroitement lié à l'indication et au contexte clinique. Vous voyez que le syndrome coronarien chronique a un taux d'événement extrêmement faible qui devient conséquent dans le STEMI, intermédiaire dans le NSTEMI. Ces indicateurs, encore une fois, avec les réserves qu'on a évoquées tout à l'heure, peuvent servir de comparatif, notamment avec d'autres registres. Et vous voyez que France PCI n'a pas à rougir sur ces chiffres de mortalité à 1 an dans le contexte du STEMI, du NSTEMI, avec des tendances qui sont très très faibles sur 1 an. Encore une fois, on manque de recul. Ce sera d'autant plus intéressant que la base sera large avec des années de recul. Un travail sur la durée de DAPT est en cours de publication pour souligner que dans 68% des cas, les patients continuent abusivement la bithérapie après 6 mois. Donc vous voyez que le respect des recommandations est très marginal, moins d'1 fois sur 3. Et encore une fois, on peut peut-être, sans distribuer des bonnets d'âne, s'interroger sur des élèves qui sont encore plus à la traîne que la médiane. On peut faire cette remarque dans le contexte du NSTEMI avec un traitement prolongé. Même chose pour le STEMI, avec des bonnes pratiques qui sont encore une fois minoritaires. Les événements à 1 an, je vous ai parlé des événements hospitaliers, on peut mesurer grâce à nos TEC et nos ARC la mortalité à 1 an, qui est en très légère augmentation, mais encore une fois, on n'a pas un recul suffisant. Elle est de 6,3%, avec un taux de revascularisation non programmée qui est de 4%. Donc on a 4% de nos patients qui reviennent au cours de la même année pour une revascularisation non programmée. Et ce qui est intéressant, c'est que 2 fois sur 3, c'est sur une autre lésion que la lésion coupable. Donc la maladie continue d'évoluer. Le taux de décès, bien évidemment, est extrêmement lié à l'âge. Je vous ai parlé tout à l'heure du vieillissement de notre cohorte. Bien évidemment, les plus de 90 ans payent un prix assez lourd de leur âge et qu'on représente l'essentiel de la mortalité du registre. Le taux d'événement est fortement lié à la présentation clinique. C'était valable en hospitalier. C'est aussi valable, bien évidemment, à 1 an, avec un poids un peu moins fort du STEMI par rapport au NSTEMI, dès lors que l'on s'éloigne de l'événement. Enfin, et un dernier sujet qui intéresse particulièrement nos ARS, c'est les indicateurs. Bien évidemment, France PCI, c'est une de ses vocations, nous fournit des indicateurs de pertinence. Ces indicateurs peuvent et doivent être définis, de mon point de vue, par la profession qui sait ce qui est pertinent ou qui ne l'est pas. Le ratio d'angioplastie par rapport au nombre de coronarographies, je vous ai dit qu'il était stable dans le temps de 49% en moyenne, avec quand même des disparités locales qui méritent certainement d'être interprétées. Le taux de coro normal ou de lésion inférieur à 50%, on l'a vu au travers un autre graphique tout à l'heure, il est stable dans le temps mais il y a des grandes variations. Le taux d'angioplastie réalisé sans preuve d'ischémie, que ce soit par un test fonctionnel ou par une EFFR, peut être également un indicateur pertinent à suivre, à étudier. Les voies d'abord pour angioplastie, là il n'y a pas un énorme débat, il y a 2 centres qui sont résistants, mais globalement la radiale s'est imposée dans 90% des cas, donc ça à mon avis c'est un indicateur facile à suivre et certainement facile à corriger. Le taux d'angioplastie en ambulatoire, à mon avis, c'est une thématique très à la mode, très intéressante et facile à suivre. Ce taux, en l'espace de 1 an, est passé de 10 à 13%. On sait que ça demande une refonte au total de l'organisation dans un centre, ce qui explique une certaine inertie et une disparité. Il y a des centres qui restent à 0% et d'autres ont fait la bascule et sont à 68%. Donc ça, c'est un indicateur particulièrement intéressant, sans parler de la morbimortalité de ces pratiques qui peut et qui doit faire aussi l'objet d'un suivi. Le recours à la FFR, ça c'est quelque chose qui nous interpelle, même si elle est prise en charge remboursée, elle est seulement utilisée dans 11% des procédures, avec une grande disparité, en rappelant qu'en Suède, c'est 30% des procédures.
Le recours à l'OCT qui n'est pas remboursé, c'est marginal, c'est 1% des indications, 3% des angioplasties du tronc commun et 3% des complications du stenting, qui sont pourtant des indications recommandées. Grande disparité et effet centre. Les transferts directs, ça c'est un sujet sur lequel Farzin a travaillé, qui est un élément majeur pronostic. On s'aperçoit que après appel au 15, l'adressage dans un centre d'angioplastie n'est pas systématique, et ça c'est quelque chose qui, à mon avis, doit être gommé. Donc il y a une marge de progression indiscutable sur le sujet. Je ne vais pas m'attarder, mais pour vous donner des exemples d'indicateurs qui sont plutôt des indicateurs interpellants que stigmatisants. C'est-à-dire que vous avez instantanément la photographie de votre centre en termes d'irradiation, de néphroprotection. Et nous, on a pu localement, par exemple, apprécier l'impact du renouvellement de nos salles de choraux. Et ça peut allumer des voyants, des clignotants. Donc ça, c'est des indicateurs extrêmement intéressants. Le recours aux anti-P2Y12, on en reparlera tout à l'heure, avec, à mon avis, des dérives dans les pratiques qui peuvent être facilement accessibles et corrigées. Et enfin, des problèmes de santé publique, les disponibilités des lits de réadaptation cardiovasculaire avec un sous-recours en post-infarctus de la réadaptation qui mérite que les politiques s'emparent du problème et que l'on crée certainement davantage de centres de réadaptation. Donc pour finir, énormément de données, certainement trop dans ma présentation, je m'en excuse. Elles sont rapidement disponibles, elles permettent un comparatif entre les centres avec les clés dont je vous ai parlé en introduction, un suivi longitudinal des tendances, une approche de la pertinence des actes, des indicateurs de qualité, des données d'autant plus intéressantes qu'il y aura de centres participants, que l'on aura du recul, et c'est un support précieux à la recherche clinique. Et pour conclure, mon cher Grégoire, je cherchais à te rendre un hommage à la hauteur de l'amitié et de l'admiration que je te porte, et je voulais aussi remercier nos arcs et nos techs, qui pour l'immense majorité sont du sexe fort. Donc je cherchais une conclusion, et j'ai trouvé l'inspiration hier sur la route très pluvieuse qui m'a mené à Chartres, sur l'autoroute. Et mesdames, je vais vous inviter à découvrir un monde nouveau que vous ne connaissez pas, un monde merveilleux, qui est le monde des toilettes publiques masculins sur les aires d'autoroute. Et c'est là que j'ai trouvé mon inspiration, en me souvenant des travaux d'un scientifique néerlandais qui est John Van Belaf, un grand scientifique qui est responsable des sanitaires de l'aéroport Schiphol d'Amsterdam et qui a une idée géniale dans les années 90. Il a inventé une petite mouche, alors à Chartres c'est une coccinelle, qui est au fond des toilettes et qui permet, parce que l'homme est joueur, de limiter les éclaboussures. Je vous donnerai la référence, c'est scientifique. Et il a permis de diminuer de 70% les frais de nettoyage des toilettes de l'aéroport d'Amsterdam. Donc, Jos Van Bilaf et le Grégoire Ranger des sanitaires. Et je fais une analogie entre la coccinelle que l'on vise dans toutes les toilettes et France PCI. C'est une idée qui est simple, qui est une idée qui est géniale. C'est une cible à viser et c'est une source d'amélioration et d'économie. Je vous remercie.